Niveau 11. L'archéologue des cryptes oubliées. Chapitre 1. Je reconnais que mon temple est bâti sur des fondations bien plus anciennes. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me ramener chez moi, dans le silence familier de mon temple intérieur. Je ressens la pierre polie sous mes pieds, la hauteur des voûtes au-dessus de ma tête, la quiétude de cet espace que j'ai si patiemment sculpté et appris à habiter. Je suis le grand prêtre de ce lieu, le sculpteur de cette forme, le maître de ce domaine. Tout est en ordre, tout est en paix. C'est le fruit de ma conscience et de ma volonté. Dans ce silence parfait, alors que je me tiens au centre de la grande salle, je perçois quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un son, mais une vibration, une résonance qui semble monter du sol lui-même. Une sensation de profondeur immense. Le mur et le polissage des surfaces est maintenant attiré vers le bas, vers les fondations. Je remarque un courant d'air frais et ancien qui s'échappe d'une grille que je n'avais jamais vue, derrière un pilier. Poussé par une curiosité qui est plus profonde que la prudence, je m'approche. Je descends mon regard dans l'ouverture et je ne vois que l'obscurité. Une obscurité qui ne sent pas le vide, mais l'histoire. Je reconnais que mon temple est bâti sur des fondations bien plus anciennes. Même si par le passé j'ai pu croire que ce temple était toute la vérité de mon être, le point de départ de ma création, je vois maintenant avec une clarté fulgurante qu'il n'est que la structure la plus récente, la partie visible d'un édifice beaucoup plus vaste et mystérieux. Sous le sol de ma conscience actuelle se trouvent des cryptes oubliées, des salles scellées, des passages que je n'ai pas dessinés. Ce sont les fondations de mon enfance, les catacombes de mes peurs primaires, les souterrains de mes schémas inconscients. Je n'étais pas le premier architecte de ce lieu. J'ai construit mon temple magnifique sur des ruines et des trésors dont j'ignorais l'existence. Je ressens cette prise de conscience non comme une menace, mais comme une invitation à la plus grande des aventures. La peur de ce qui se cache dans l'ombre est remplacée par le frisson sacré de l'archéologue qui vient de découvrir l'entrée d'une cité perdue. Ma maîtrise de la surface n'est plus la fin de mon voyage, mais simplement la préparation nécessaire pour l'exploration des profondeurs. Mon rôle change. Je ne suis plus seulement le gardien du temple visible, je deviens l'explorateur courageux de ses racines invisibles. En reprenant conscience de mon corps, je sens cette nouvelle profondeur s'ancrer en moi. Je sais maintenant que pour atteindre une véritable solidité, je ne dois plus seulement polir les murs, mais descendre dans les cryptes et faire la paix avec l'histoire qui y est enterrée. Chapitre 2. Je suis l'archéologue courageux, pas un profanateur de tombes. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de conscience clair et posé. Je me tiens toujours sur le seuil, au sommet de cet escalier qui descend dans les fondations anciennes de mon être. Le temple familier et lumineux est derrière moi, le mystère des cryptes est devant. L'air qui monte des profondeurs est frais, chargé de l'odeur de la terre et du temps. C'est l'inconnu. Une partie de moi pourrait ressentir de la peur, une autre de l'impatience, une envie de se précipiter pour en finir, de prendre ce qui a de la valeur et de sceller à nouveau ce qui est dérangeant. Je suis l'archéologue courageux, pas un profanateur de tombes. Même si par le passé, j'ai pu juger durement mes propres ombres ou avoir peur de ce qui se cachait en moi, aujourd'hui, je change ma posture. Mon intention n'est pas de piller, mais de comprendre. Mon but n'est pas d'exploiter, mais de restaurer. Je ne descends pas dans ces cryptes avec une pioche et de la dynamite, mue par la cupidité ou le dégoût. Je descends avec une brosse douce, une lampe à lumière chaude et un carnet. Je suis ici pour honorer ce qui a été, pour comprendre comment le présent s'est construit sur le passé. Chaque artefact que je découvrirai, même s'il semble être un monstre ou une idole brisée, n'est pas une chose à détruire ou à cacher. C'est une pièce de ma propre histoire. C'est une information précieuse. Mon courage ne réside pas dans ma capacité à affronter des dangers, mais dans ma volonté de regarder la vérité de mon propre passé sans détourner le regard. Je ne suis pas ici en conquérant. Je suis ici en gardien de ma propre mémoire. Je ressens cette nouvelle intention s'installer en moi comme une armure de calme et de respect. La peur de ce que je pourrais trouver se dissout, remplacée par la curiosité sacrée de l'explorateur. En faisant le premier pas dans l'obscurité, je ne suis plus un intrus dans mon propre esprit. Je suis l'archéologue qui rentre chez lui, prêt à redécouvrir les trésors et les vérités sur lesquels son monde a été bâti. Chapitre 3. Ma lampe est la conscience, mon outil est la compassion. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma posture d'archéologue. Je suis au pied de l'escalier, dans les profondeurs silencieuses, sous mon propre temple. L'air est frais et immobile. Les ténèbres sont totales, denses, mais elles ne sont plus menaçantes. L'obscurité est une présence veloutée qui m'enveloppe. Le silence est celui des siècles. Je ne peux rien voir avec mes yeux physiques. Il n'y a rien à voir.
Le travail qui commence ici ne se fait pas avec les sens ordinaires. Il me faut des instruments adaptés à ce lieu. Je tends la main, non pas vers un sac d'équipement, mais vers l'intérieur de moi-même. Et là, deux outils se manifestent. Ma lampe est la conscience, mon outil est la compassion. Je comprends que pour naviguer dans ces cryptes, un projecteur aveuglant serait inutile et irrespectueux. Il ne ferait que blanchir les murs et effacer les détails subtils. Ma conscience n'est pas ce projecteur. C'est une lampe douce, une lumière chaude et ciblée que je tiens dans ma main. Elle n'illumine pas toute la crypte d'un coup. Elle ne cherche pas à chasser les ombres. Elle révèle un seul artefact à la fois, une seule inscription à la fois. Sa fonction est de voir ce qui est, sans jugement. Près de la lampe, je sens l'autre outil. Ce n'est pas un marteau pour briser, ni un ciseau pour analyser. C'est une brosse infiniment douce, faite des soies de la compassion. Sa fonction n'est pas de juger la poussière, mais de l'enlever délicatement pour révéler la beauté fragile de ce qui se trouve en dessous. Je ne suis pas ici pour condamner mon passé, mais pour le comprendre et le libérer de la poussière de l'oubli. Je ressens cette nouvelle méthode s'ancrer en moi comme une source de sécurité et de sérénité. J'allume ma lampe conscience. Un cercle de lumière douce se forme à mes pieds. Je vois la première inscription, une mémoire ancienne. Je m'approche et avec ma brosse compassion, je commence, avec une patience infinie, mon travail de restauration. Désormais, face à une mémoire douloureuse ou un trait de caractère que je jugeais inacceptable, je sais que je ne lèverai plus le marteau du jugement. Je lèverai la lampe de la conscience et je prendrai la brosse de la compassion. Chapitre 4. J'ouvre la crypte de l'ombre et j'accueille ce qui y réside. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ressens ma respiration, ce souffle calme qui me relie à la profondeur de mon être. Je laisse le monde de la surface s'estomper et je retrouve ma place d'archéologue, debout dans les fondations silencieuses de ma propre histoire. Je suis ici, dans ce lieu ancien, non par accident, mais par choix. Ma lampe de conscience diffuse une lumière douce et chaude autour de moi. Dans ma main, je sens la présence rassurante de ma brosse de compassion. Je ne suis pas un explorateur perdu, je suis un chercheur équipé et préparé. Ma lumière balaie les murs de pierre et elle se pose sur une structure que je n'avais pas encore vue. C'est une porte, immense, taillée dans un seul bloc de basalte noir, sans serrure ni poignée. Elle est scellée par quelque chose de plus puissant que le mortier. Elle est scellée par la peur, par le déni, par l'oubli volontaire. Je sens une énergie froide et dense qui en émane. C'est la porte de la crypte de l'ombre. Même si par le passé, j'ai passé toute ma vie à construire mon temple pour ignorer cette porte, pour prétendre qu'elle n'existait pas, aujourd'hui, en tant qu'archéologue, je sais que mon travail le plus important commence ici. J'ouvre la crypte de l'ombre, je ne la force pas, je ne la frappe pas. Je m'approche et je pose ma main sur la pierre froide. Et au lieu de pousser, je fais le contraire. J'arrête de résister, j'arrête de la maintenir fermée. C'est un acte de reddition souveraine, un simple murmure d'acceptation dans le silence de mon esprit. Et dans un long grincement qui fait vibrer les fondations, la porte s'entr'ouvre. Je dirige le faisceau de ma lampe à l'intérieur. Je ne vois pas des monstres, je vois des exilés. Je vois la colère que j'ai jugée inacceptable, la tristesse que j'ai considérée comme une faiblesse, l'ambition que j'ai qualifiée d'égoïste, la vulnérabilité que j'ai bannie par peur d'être blessé. Ce sont des fragments de ma propre puissance, recroquevillés dans l'ombre, attendant d'être reconnus. J'accueille ce qui y réside. Je ne les juge pas. Je ne cherche pas à les changer. Je fais un pas à l'intérieur de la crypte et je les éclaire de la douce lumière de ma conscience. Je leur parle, non avec des mots, mais avec le sentiment de ma compassion. Je vous vois, vous avez votre place. Bienvenue à la maison, je suis le souverain qui réintègre ses sujets les plus loyaux et les plus longtemps oubliés. Je ressens une immense vague d'énergie et de complétude m'envahir. La froideur de la crypte se dissipe, remplacée par une chaleur vibrante. L'air n'est plus stagnant, il est vivant. En reprenant conscience de mon corps, je sens que mon temple à la surface est devenu plus solide, plus réel. Désormais, lorsque je sentirai une de ces énergies sombres monter en moi, je ne la repousserai plus dans sa crypte. Je la reconnaîtrai comme une partie de ma force revenue de l'exil et je l'accueillerai dans la grande salle de mon être. Chapitre 5. Je déchiffre les hiéroglyphes de la honte pour en libérer la puissance. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'archéologue au cœur de mon être. Je ne suis plus sur le seuil, mais à l'intérieur de la crypte de l'ombre. L'atmosphère n'est plus glaciale. Elle est emplie d'une énergie retrouvée, vibrante de la présence des parties de moi que j'ai accueillies. Ma lampe de conscience balaie les murs de basalte. Je ne vois plus une prison, mais une salle d'archives. Les murs sont couverts du sol au plafond, d'inscriptions complexes, de hiéroglyphes gravés profondément dans la pierre. Ils sont partout, se chevauchant, créant une tapisserie de récits anciens. Une sensation familière et douloureuse émane de ces gravures, c'est la vibration de la honte.
Chaque inscription est un souvenir d'échec, une erreur passée, une parole blessante, un moment de faiblesse. Je déchiffre les hiéroglyphes de la honte pour en libérer la puissance. Même si par le passé, mon réflexe aurait été de détourner le regard, de recouvrir ces murs d'un enduit d'oubli, aujourd'hui, en tant qu'archéologue, je sais que ce sont les textes les plus précieux de toute ma bibliothèque intérieure. Je m'approche d'un mur, je ne lis pas les inscriptions avec l'œil du juge qui cherche à condamner, ni avec celui de la victime qui cherche à se plaindre. Je les lis avec l'œil du décodeur, du stratège qui cherche à comprendre. J'éclaire un hiéroglyphe qui représente un échec cuisant. La honte me dit: ceci est la preuve de ton incompétence. Mais en le déchiffrant avec ma conscience, je vois le véritable message caché sous la surface. Cette stratégie ne fonctionne pas. Voici la leçon sur la résilience que tu as dû apprendre. Voici la force que tu as dû forger pour te relever. Je ne vois plus un catalogue de mes fautes. Je vois le journal de bord de mon apprentissage, le récit épique de ma survie et de ma croissance. Chaque cicatrice honteuse était en réalité la gravure d'une sagesse acquise dans la douleur. Je ressens la honte se transformer sous le faisceau de ma conscience. Sa vibration lourde et paralysante se transmute en une énergie neutre, puis en une force calme et puissante. C'est l'énergie de l'expérience, la sagesse de celui qui est tombé et qui s'est relevé. En quittant cet espace, j'emporte cette clé de décodage. Désormais, lorsque le souvenir d'une erreur passée remontera à la surface, je ne le laisserai plus me murmurer des mots de honte. Je le lirai comme le hiéroglyphe qu'il est, et je déchiffrerai la leçon de puissance qu'il a toujours contenue. Chapitre 6. Je restaure le mécanisme brisé du perfectionnisme. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'archéologue dans le silence respectueux de mes cryptes intérieures. J'ai accueilli les exilés de mon ombre, j'ai déchiffré les leçons de puissance gravées dans les murs de la honte. L'énergie de ce lieu est maintenant claire et puissante. Ma lampe de conscience continue son exploration et elle se pose sur un artefact étrange au centre de la salle. C'est une sorte de mécanisme complexe, fait de rouages finement ciselés et de balanciers délicats. Il semble avoir été un instrument de précision d'une grande beauté, mais il est maintenant rouillé, bloqué. Certains de ces engrenages tournent à une vitesse folle et improductive, tandis que d'autres sont complètement figés par une sorte de résine sombre. Une inscription presque effacée à sa base indique son nom, la machine à devenir parfait. C'est le mécanisme du perfectionnisme. Je restaure le mécanisme brisé du perfectionnisme. Même si par le passé, j'ai pu croire que cette machine était un moteur essentiel de mon progrès, la force qui me poussait à l'excellence, je vois aujourd'hui, avec ma clarté d'archéologue, sa véritable nature et son dysfonctionnement. Je vois que son but originel était noble, assurer la qualité et la sécurité. Mais le mécanisme s'est déréglé. La peur de l'erreur, cette résine sombre, a bloqué les rouages de l'action. L'autocritique, ce balancier fou, oscille maintenant sans fin, consommant toute mon énergie en jugement stérile. Je ne cherche pas à détruire la machine. C'est une partie fondamentale de mon architecture. Je cherche à la réparer. Avec la brosse douce de la compassion, je nettoie la résine de la peur. Je murmure à la machine, tu as le droit de faire des erreurs. L'erreur est une information, pas une condamnation. Je vois les rouages de l'action se libérer doucement. Puis, avec l'huile fine de l'autocompassion stratégique, je lubrifie le balancier de l'autocritique. Il ralentit, son mouvement devient fluide et mesuré. Il ne s'arrête plus sur le jugement de la performance, mais sur l'analyse bienveillante du processus. Je ressens le mécanisme s'éveiller à une nouvelle vie. Le grincement de l'anxiété était remplacé par le doux ronronnement d'un moteur sain. La machine n'est plus une source de paralysie, mais un instrument de maîtrise. En quittant cet espace, j'emporte cette nouvelle calibration. Désormais, lorsque je sentirai la pression du perfectionnisme monter, je ne la subirai plus comme une force tyrannique. Je la reconnaîtrai comme le signal de ma machine interne me demandant non pas d'être parfait, mais de procéder à un ajustement conscient, bienveillant et efficace. Chapitre 7. Je répare les circuits de récompense avec le fil d'or de l'intention. Addiction. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'archéologue au cœur de mon temple intérieur. L'énergie des cryptes est de plus en plus saine et intégrée. J'ai restauré le mécanisme du perfectionnisme et un calme nouveau règne dans les profondeurs. Ma lampe de conscience continue son exploration et révèle maintenant non pas un artefact, mais un réseau complexe de conduits qui courent le long des murs et du sol. Ils sont faits d'un cristal opalescent et semblent conçus pour transporter de la lumière. Je reconnais le système de plomberie énergétique de mon être, les circuits de récompense et de motivation qui alimentent tout le temple. Mais en suivant ces conduits, je vois qu'ils sont endommagés. En certains endroits, des dérivations pirates, des tuyaux de plomb grossiers ont été ajoutés, siphonnant le flux d'énergie vers des idoles sans valeur posées dans des niches sombres. L'idole de la gratification instantanée, l'idole de l'évitement de l'inconfort.
Le flux principal, celui qui devrait nourrir la construction de mon temple, est affaibli, intermittent. Je répare les circuits de récompense avec le fil d'or de l'intention. Même si par le passé, j'ai pu me sentir impuissant face à mes propres addictions comportementales, me voyant comme la victime d'un désir irrépressible, aujourd'hui, ma conscience d'archéologue et d'ingénieur me montre la vérité. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de câblage. Je ne cherche pas à bloquer les dérivations pirates par la force, car cela ne ferait qu'augmenter la pression. Je fais un travail plus subtil et plus puissant. Je sors un matériau que j'ai déjà utilisé, le fil d'or pur de mon intention consciente. C'est l'or de la sagesse tirée de l'expérience, le même que celui utilisé pour réparer les fissures. Je ne me concentre pas sur ce que je veux arrêter. Je me concentre sur ce que je veux nourrir. Je trouve le conduit principal, celui qui mène à la construction de projets à long terme, à la connexion authentique, à la croissance. Et délicatement, je commence à l'envelopper de mon fil d'or. Chaque fois que je choisis consciemment une action alignée avec mes valeurs les plus hautes, je renforce ce conduit. Je le rends plus lisse, plus conducteur. Je ressens le flux d'énergie commencer à changer de trajectoire. La lumière de la récompense, par une loi naturelle, commence à préférer le chemin le plus lisse et le plus brillant, celui en or. Les dérivations pirates en plomb, négligées, commencent à se corroder et à se tarir d'elles-mêmes. Je ne me bats pas contre mes addictions. Je rends la voie de la sagesse plus attractive. En quittant cet espace, je sais que chaque choix conscient est un acte de réparation. Chaque fois que je résiste à la gratification facile, je ne fais pas que me priver. Je suis en train de rediriger le flot dans le silence de plus en plus lumineux de mes cryptes intérieures. J'ai restauré le mécanisme du perfectionnisme. J'ai réparé les circuits de récompense. Une énergie saine et intentionnelle commence à circuler à nouveau dans les fondations de mon être. Ma lampe de conscience m'entraîne maintenant plus profondément encore vers le point le plus bas de la crypte, là où la roche-mère est à nu. Et là, je découvre une source. Une petite fontaine naturelle, taillée à même la pierre, d'où devrait jaillir une eau claire et pure. C'est la source de mon intuition. Le lieu où la sagesse de la terre elle-même remonte à la surface de ma conscience. Mais la source est presque tarie. Le bassin est rempli d'une boue épaisse, faite des débris du doute, des feuilles mortes des opinions des autres, du sable des raisonnements excessifs. Un filet d'eau trouble peine à se frayer un chemin. Je nettoie la source considérant comme irrationnel ou peu fiable, préférant la logique bruyante de mon esprit de surface, je vois aujourd'hui, avec la clarté de l'archéologue, que j'ai simplement laissé la source la plus pure de ma guidance se polluer. Je ne cherche pas à forcer le débit de l'eau. Je commence par le travail le plus humble et le plus important, le nettoyage. Je ne plonge pas mes mains dans la boue pour l'agiter. Je m'assois au bord de la source. Ma présence silencieuse est le premier acte de purification. Puis, avec la coupe de mon attention, délicatement, je commence à écoper la boue du doute. Chaque excuse que je reconnais et que je laisse partir est une poignée de vase que j'enlève. Chaque opinion extérieure que j'identifie comme n'étant pas la mienne est une feuille morte que je retire. Chaque fois que je choisis de faire taire le vacarme de l'analyse excessive pour simplement ressentir, je permets au sable de se déposer. Je ressens, lentement mais sûrement, l'eau commençait à s'éclaircir. Le processus est doux, sans effort. Le filet d'eau devient plus clair, plus constant. Je vois le fond de la source pour la première fois. Il est fait d'un cristal pur qui semble vibrer en harmonie avec la terre. La source ne produit pas un torrent, mais un flux régulier d'une eau d'une limpidité parfaite. En quittant cet espace, je sais que mon travail est de maintenir cette source propre. Désormais, avant chaque décision importante, je ne me tournerai plus seulement vers l'extérieur pour chercher des données, mais je descendrai dans le silence de ma crypte intérieure, je m'assiérai au bord de ma source et j'écouterai le murmure de l'eau pure. Chapitre 9. Je réassemble les fragments de mon énergie après le trauma ou le burn-out. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'archéologue. Je suis dans la crypte la plus profonde, près de la source de mon intuition maintenant claire et pure. L'harmonie est presque entièrement restaurée dans les fondations de mon être. Ma lampe de conscience éclaire alors une dernière section de la crypte, une alcôve que j'avais inconsciemment évitée. L'énergie y est différente. Elle est stagnante, lourde d'une tristesse ancienne. Au centre de cette alcôve, je vois ce qui ressemble à un grand vase ou une urne en céramique, mais il est brisé. Ces fragments sont éparpillés sur le sol, couverts de la poussière d'un événement violent.
Certains morceaux sont grands et reconnaissables, d'autres sont réduits en une fine poudre. Je reconnais cet artefact. C'était le réceptacle de ma vitalité, le vase qui contenait mon énergie et ma confiance fondamentale. Et je me souviens du choc, du moment où il est tombé et s'est brisé. C'était un trauma, un échec dévastateur, un burn-out qui m'a vidé de toute force. Je réassemble les fragments de mon énergie après le trauma ou le burn-out. Même si par le passé, j'ai pu croire que cette énergie était perdue à jamais, que le vase était irréparable, aujourd'hui, ma conscience d'archéologue et de restaurateur me montre une autre voie. Je ne cherche pas à oublier la cassure, je ne cherche pas à remplacer le vase, je m'engage dans le travail le plus patient et le plus sacré de tous, la restauration. Je m'agenouille. Avec ma brosse de compassion, je nettoie délicatement chaque fragment, même le plus petit. Je ne juge pas la fracture, je l'honore. C'est la preuve de ce que j'ai enduré. Puis, je sors la laque précieuse de l'acceptation et la poudre d'or de la sagesse acquise. Je ne colle pas simplement les morceaux. Je pratique l'art du kintsugi. Je sublime la blessure. Je mélange la laque et l'or, et avec une infinie précaution, je commence à réassembler le vase. Chaque fragment que je remets en place est un morceau de ma force que je réclame. La ligne d'or n'est pas là pour cacher la fracture, mais pour la célébrer comme la source d'une beauté et d'une résilience nouvelle. Je ressens, dans la lenteur de ce processus, une guérison profonde s'opérer en moi. Le vase se reforme sous mes mains. Il n'est pas comme avant. Il est plus complexe, plus unique, et les veines d'or qui le parcourent brillent dans la lumière de ma lampe, racontant une histoire non pas de faiblesse, mais de survie et de transformation. L'énergie vitale, lentement, commence à remplir à nouveau le réceptacle. En quittant cet espace, je sais que je ne suis plus défini par mes brisures. Je suis défini par mon art de les transformer en or. Mon passé n'est plus une source de honte, mais la preuve la plus éclatante de ma propre force. Chapitre 10. Je comprends que chaque monstre gardait un trésor. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'archéologue. Je suis au cœur de mes cryptes intérieures, cet espace autrefois sombre et redouté, maintenant de plus en plus lumineux et pacifié. Le travail de restauration est presque achevé. Je me tiens dans la crypte principale, entouré des artefacts que j'ai restaurés, la machine du perfectionnisme qui ronronne doucement, les circuits de récompense qui brillent d'un flux doré, l'urne de ma vitalité qui resplendit de ses cicatrices précieuses. Je me prépare à remonter vers mon temple à la surface. Mon travail ici semble terminé. C'est alors que ma lampe de conscience éclaire les niches vides où se trouvaient autrefois les idoles des addictions, les socles des anciennes peurs. Je réalise que dans ma hâte de nettoyer, j'ai oublié une loi fondamentale de l'archéologie sacrée. Je comprends que chaque monstre gardait un trésor, même si par le passé, j'ai vu ces aspects de mon ombre, la procrastination, la colère, l'addiction, comme de simples ennemis à vaincre, des monstres à chasser de mes cryptes. Aujourd'hui, ma conscience approfondie me révèle leur véritable fonction. Ce n'étaient pas des envahisseurs, c'étaient des gardiens. Des gardiens primitifs et maladroits, certes, mais des gardiens tout de même, ils ne protégeaient pas le vide. Ils protégeaient un trésor, une vérité ou un besoin si précieux que mon système avait placé ses gardes les plus féroces pour le défendre. Je retourne sur mes pas. Derrière l'endroit où se trouvait l'idole de la procrastination, je découvre un coffret caché contenant un trésor, le besoin sacré de repos et de jeu. La procrastination n'était que le gardien maladroit qui m'empêchait de m'épuiser. Le monstre n'était qu'une réponse primitive à un besoin légitime. Je ressens une immense vague de gratitude et de réconciliation. Je n'ai plus d'ennemis intérieurs. J'ai seulement des gardiens que je n'avais pas compris. Je ne cherche plus à les tuer. Je les remercie pour leur service, je reconnais le trésor qu'ils protégeaient et je leur offre une nouvelle mission, plus noble et plus alignée. Le monstre de la procrastination devient le gardien de mon équilibre de vie. Le gardien de l'addiction devient le gardien de ma capacité à prendre soin de moi. En quittant cet espace, je sais que la véritable intégration de l'ombre n'est pas son éradication, mais sa rédemption. Chaque défaut que je combats est un gardien qui me montre la porte d'un trésor que je n'ai pas encore honoré. Chapitre 11. Je ne suis plus défini par l'histoire de mes ruines, mais par mon art de les restaurer. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'archéologue. Je suis au seuil des cryptes, prêt à remonter vers la lumière de mon temple. Le travail dans les profondeurs est accompli. L'air qui monte de l'escalier n'est plus froid et stagnant, mais frais et vibrant d'une énergie intégrée. Je jette un dernier regard en arrière. Je vois le chemin que j'ai parcouru. Je vois les salles autrefois scellées, maintenant ouvertes. Je vois les hiéroglyphes de la honte, maintenant déchiffrés. Je vois les mécanismes brisés, maintenant restaurés. Je vois les monstres, maintenant compris et honorés comme des gardiens. C'est l'histoire de mes ruines, la carte de mes blessures et de mes imperfections passées. Je ne suis plus défini par l'histoire de mes ruines, mais par mon art de les restaurer.
Même si par le passé, j'ai pu porter le poids de cette histoire secrète comme une honte, une preuve de ma fragilité fondamentale, aujourd'hui, ma perspective s'est entièrement transformée. Mon identité n'est plus dans la pierre brisée. Elle est dans la main qui a appris à la réparer. Ma valeur ne se trouve pas dans une perfection imaginaire et jamais atteinte, mais dans la sagesse concrète et la compétence acquise au cœur de l'imperfection. Je ne suis pas l'homme qui a été brisé. Je suis l'homme qui a maîtrisé l'art du kintsugi. L'histoire de mes blessures n'est plus ce qui me définit. C'est le matériau brut qui m'a permis de devenir un maître restaurateur. La véritable force n'est pas de n'être jamais tombé, mais d'avoir appris à transformer chaque chute en une œuvre d'art. Je ressens cette nouvelle identité s'ancrer en moi comme la plus profonde des certitudes. C'est une fierté calme, une confiance qui ne vient pas de l'absence de failles, mais de la connaissance intime de ma propre résilience. En commençant à remonter les marches, je ne fuis pas un passé honteux. J'emporte avec moi la maîtrise et la sagesse que ce passé m'a offerte. Désormais, face aux inévitables fissures que la vie apportera, je n'aurai plus peur. Je ne verrai plus une menace pour mon identité, mais une nouvelle occasion de pratiquer mon art le plus précieux. Chapitre 12. J'expose les artefacts restaurés dans la grande salle de mon temple. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'archéologue. Je ne suis plus dans les cryptes. Je suis remonté à la surface, debout au centre de la grande salle de mon temple. La lumière du jour, qui m'avait semblé si complète auparavant, semble maintenant encore plus brillante, enrichie par la profondeur que je viens d'intégrer. Derrière moi, l'escalier menant aux cryptes est toujours là. Mais il n'est plus une descente vers l'inconnu. C'est une porte ouverte vers ma propre histoire. Et je ne suis pas remonté les mains vides. Avec une précaution infinie, je porte les artefacts que j'ai restaurés. L'urne de ma vitalité, parcourue de ses veines d'or. Le mécanisme du perfectionnisme, qui tourne maintenant avec une grâce silencieuse. Le coffret contenant le trésor du repos, autrefois gardé par le monstre de la procrastination. J'expose les artefacts restaurés dans la grande salle de mon temple. Même si par le passé, j'aurais cherché à cacher ces objets, témoins de mes anciennes blessures et de mes luttes, aujourd'hui, je fais le contraire. Je ne les relègue pas dans une annexe sombre. Je leur donne une place d'honneur. Je place l'urne de ma résilience sur un piédestal, là où la lumière peut faire briller ses cicatrices dorées. Elle n'est plus un rappel de ma fragilité, mais un monument à ma force de guérison. Je place le mécanisme du perfectionnisme non pas comme une curiosité, mais comme un régulateur central de mon énergie créatrice, sa sagesse nouvelle visible par tous. Je transforme la crypte de l'ombre en une galerie où chaque trésor, autrefois gardé par un monstre, est maintenant exposé avec une plaque expliquant sa fonction sacrée. Mon temple n'est plus seulement un lieu de perfection de surface. Il devient un musée de la sagesse incarnée, un lieu où la totalité de mon être, lumière et ombre, force et blessure guérie, est honorée et intégrée. Je ressens ce geste comme l'acte final de l'acceptation. Il n'y a plus rien à cacher. La séparation entre le temple de la conscience et les cryptes de l'inconscient est abolie. Ils ne sont plus deux lieux, mais un seul espace unifié. En quittant cet espace intérieur, j'emporte cette nouvelle transparence. Je ne me présente plus au monde seulement avec ma façade polie. Je me présente avec la richesse de toute mon histoire, et je sais que ma plus grande beauté ne réside pas dans mon absence de failles, mais dans l'art avec lequel je les ai transformées en lumière. Chapitre 13. Les cryptes ne sont plus des prisons, mais les salles du trésor de ma sagesse. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain au cœur de mon temple maintenant unifié. La lumière du jour se mêle à la sagesse des profondeurs, créant une atmosphère d'une richesse et d'une complétude nouvelle. Je suis debout dans la grande salle, entouré des artefacts restaurés qui témoignent de mon voyage intérieur. Mon regard se porte à nouveau vers l'entrée des cryptes. L'escalier qui descend n'est plus une ouverture béante vers un passé sombre et redouté. La lumière de la grande salle y descend, invitant à la visite. L'air qui en remonte n'est plus chargé de peur, mais de la fraîcheur sereine de la pierre ancienne et de la sagesse. Les cryptes ne sont plus des prisons, mais les salles du trésor de ma sagesse. Même si par le passé, j'ai pu voir ces profondeurs comme un lieu d'exil pour mes parts indésirables, une prison où je contenais mes monstres et mes blessures, je vois maintenant que j'ai transformé leur nature même. Le travail de l'archéologue n'a pas seulement restauré les artefacts, il a sanctifié l'espace. La crypte de l'ombre n'est plus un cachot, mais la bibliothèque de mes leçons les plus profondes. La source de l'intuition n'est plus un point d'eau oublié, mais le puits sacré où je viens puiser ma guidance. Les murs couverts des hiéroglyphes de la honte sont devenus les archives de ma résilience. Je n'ai plus besoin de sceller la porte. Au contraire, je la laisse ouverte. Je peux maintenant descendre
et remonter à volonté, non par obligation, mais pour consulter ma propre sagesse. Je ressens ce changement de perspective comme l'ultime libération. Il n'y a plus aucune partie de moi qui soit bannie ou redoutée. Chaque recoin de mon être a été exploré, nettoyé et honoré. En quittant cet espace intérieur, j'emporte cette nouvelle architecture. Je sais que ma plus grande richesse ne se trouve pas seulement dans les hauteurs de mes aspirations, mais aussi dans la profondeur de mon histoire. Ma sagesse n'est pas une théorie apprise, c'est un trésor que j'ai excavé et poli moi-même, et dont je suis maintenant le gardien et le bénéficiaire. Chapitre 14. Je marche dans mon temple unifié, puissant de toutes mes parties. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place au cœur de mon être. Je ne suis plus dans une seule salle, mais dans la totalité de mon espace intérieur. Il n'y a plus de séparation entre le temple et les cryptes. Il n'y a qu'un seul domaine, vaste et cohérent. Je marche, mes pas résonnent sur le sol de la grande salle et l'écho ne se perd pas, il descend harmonieusement dans les cryptes maintenant ouvertes et lumineuses. Je passe devant l'urne de ma vitalité et ses veines d'or semblent pulser en rythme avec mon cœur. Je descends quelques marches et la fraîcheur de la source de l'intuition monte à ma rencontre comme une brume apaisante. Je suis un roi qui se promène librement dans son royaume, et chaque province, de la plus ensoleillée à la plus profonde, lui est familière et loyale. Je marche dans mon temple unifié, puissant de toutes mes parties. Même si par le passé, j'ai pu vivre une vie fragmentée, une partie de mon énergie étant constamment utilisée pour réprimer, cacher et nier les autres, aujourd'hui, cette guerre civile est terminée. L'énergie autrefois gaspillée à maintenir les portes des cryptes fermées est maintenant libérée. Elle circule librement, renforçant l'ensemble de la structure. Ma conscience n'est plus un gardien de prison anxieux. Elle est le souverain serein d'un royaume en paix. La force de l'ombre que j'ai accueillie est devenue ma profondeur. La sagesse des blessures que j'ai guéries est devenue ma résilience. L'intuition de la source que j'ai nettoyée est devenue ma guidance. Je ne suis plus seulement fort malgré mes faiblesses. Je suis fort à cause de la manière dont j'ai intégré ce que je prenais pour des faiblesses. Je ressens cette unification comme une force tranquille et inébranlable. Ce n'est pas la puissance explosive de la conquête, mais la puissance dense et imperturbable de l'intégration. En reprenant conscience de mon corps, je me sens plus présent, plus complet, plus authentique que jamais. Désormais, lorsque j'agis dans le monde, je n'agis plus seulement avec une fraction de moi-même. J'agis avec la totalité de mon être, et cette congruence est la source de ma plus grande puissance. Chapitre 15. Ma profondeur devient une source de guérison pour les autres. Je prends une profonde inspiration et je m'établis dans cette sensation d'unité et de plénitude. Je suis dans mon temple unifié, un royaume intérieur où chaque partie a trouvé sa juste place, où la lumière et l'ombre dansent en harmonie. Je suis en paix dans mon royaume, mais je remarque que la lumière qui émane de mon temple a changé. Elle n'est plus seulement la clarté brillante de la conscience de surface. Elle est maintenant teintée de la sagesse dorée des artefacts restaurés. Elle a la profondeur de l'obsidienne des cryptes. Elle est rafraîchie par l'eau pure de la source de l'intuition. C'est une lumière plus complexe, plus riche, plus humaine. Et cette lumière, je le sens, rayonne au-delà de mes propres frontières. Ma profondeur devient une source de guérison pour les autres. Même si par le passé, j'ai pu croire que je ne pouvais aider les autres qu'en leur offrant ma force, mes certitudes, ma façade polie, je vois maintenant que mon plus grand cadeau est ma totalité. Lorsque je rencontre quelqu'un qui lutte dans les ténèbres de sa propre crypte, je ne lui offre plus de conseils depuis le sommet ensoleillé de mon temple. Ma simple présence, enrichie de ma propre expérience des profondeurs, crée un espace de sécurité. Mes cicatrices dorées, visibles dans la lumière de mon être, ne parlent pas de ma blessure, mais de la possibilité de guérison. Elle murmure silencieusement « Je suis descendu là aussi, et j'ai trouvé le chemin du retour. Tu n'es pas seul. Ce que tu traverses n'est pas une condamnation, c'est un chemin. Je ne suis plus un enseignant qui donne des leçons. Je suis un archéologue expérimenté, dont la présence calme et la lumière sereine suffisent à donner aux autres le courage de prendre leur propre lampe et de commencer leur propre exploration. Je ressens cette nouvelle fonction non comme une mission que je dois accomplir, mais comme une conséquence naturelle de mon propre travail de guérison. Ma paix ne m'isole pas du monde, elle m'y connecte plus profondément. En revenant au monde, dans mes interactions, je ne cherche plus à impressionner ou à réparer. Je cherche simplement à être pleinement moi-même, avec ma lumière, mes ombres et mes cicatrices en or. Et je sais que dans cette authenticité radicale se trouve un pouvoir de guérison silencieux. Une permission que j'offre aux autres d'être eux aussi, entièrement et courageusement humains.